En cette fin 2009, nous avons choisi de vous faire réentendre une série d'une dizaine d'entretiens à voix nue que conduisit Jean-Marie Domnac au début des années 1990. L'ancien directeur de la revue Esprit avait confiance dans les vertus de l'affrontement. Il avait ainsi choisi comme interlocuteur, c'était en 1992, un adversaire historique, le philosophe Pierre Boutan. Le démocrate qu'il était cherchait à mesurer ce qui le séparait et le rapprochait du royaliste. Leur conception de l'autorité les séparait, leur appétit de la fraternité les reliait. Avant-hier, les deux combattants s'affrontaient sur leur définition de la France. À chaque occasion grave, ils s'étaient retrouvés de part et d'autre de la ligne de démarcation. Hier, les deux compères faisaient l'inventaire du trésor commun qu'ils laisseraient peut-être en partage. Et aujourd'hui, ils en viennent à se donner du « cher ami ». Si Domnac avait eu un blason, il l'aurait composé avec une grande gueule et peu d'or. On n'entendra plus ses éclats de voix. Boutan s'est éteint, lui aussi, mais leur conversation résonne pourtant encore, notamment quand il parle, comme dans cet épisode que nous rediffusons le 24 décembre, de la nouvelle étoile qui pointe, l'écologie, et que Boutan remarque avec malice. Si vous allez à la messe de minuit en automobile, autant ne pas y aller, car vous êtes sûr de ne pas rencontrer votre prochain. Une nouvelle étoile est apparue dans le ciel de notre politique, c'est l'écologie. Vive l'écologie. Et en effet, nous vivons dans une nature salie, détériorée. Nous voyons disparaître autour de nous les paysages familiers. La maison de mon enfance a été détruite. Les bulldozers nous font plus de mal que n'en ont fait les chars d'assaut. Et est-ce que il y aurait là quelque chose qui nous permettrait de répondre à la question que j'entends partout autour de moi? Quelle morale? Comment va-t-on arrêter cette course folle, limiter cette frénésie? Est-ce que l'écologie ne nous ramène pas par un détour à l'ancienne vertu, celle du Médénagan, n'est-ce pas? Rien de trop. Est-ce que dans cette morosité dont on parle tellement autour de nous, il n'y a pas au fond cette crainte sourde qui était celle des Grecs devant l'Ibris, n'est-ce pas? Le trop, nous défions les dieux. Et je me le demande souvent, est-ce que nous pouvons nous contenter d'une morale des limites? Est-ce que c'est l'écologie précisément? Est-ce que la nature qui gémit sous nos coups ne nous dit-elle pas que nous avons dépassé les limites? N'y a-t-il pas une écologie de la possession, une écologie de la consommation, une écologie de la sexualité qui nous permettrait de donner un fond à cette morale qui nous manque? C'est la question même, n'est-ce pas? C'est la question du maximum. Est-ce qu'il faut se précipiter vers le maximum dans tous les ordres? L'idée de tirer parti jusqu'au bout de tout. Aller jusqu'au terme. C'est le trop. Et c'est le troupeau. Ce n'est pas le troupeau dont le berger connaît chaque brebis. C'est le troupeau où il les a toutes perdues. Et où il veut toutes les avoir ensemble. Ça, c'est très redoutable et c'est très fréquent, ce trop. Et vous disiez le pléthos, le Médénagan des Grecs qui avertissait contre cela. Oui, la nature nous en avertit. Et il y a, l'écologie ne fait que reprendre ce message foncier des Grecs, c'est le message de l'homme. L'homme cesse d'être homme s'il veut sortir des limites de sa nature et de la nature dans laquelle il se trouve. Ça s'appelle se déraciner. Il y a un rapport profond entre votre cher Barès, qui par bien des côtés est aussi le mien, n'est-ce pas, entre votre cher Barès et le message écologique. Seulement les écologistes, c'est le malheur, ils sont à peu près illettrés dans l'ensemble. Et comme ils sont illettrés, ils ne savent même pas de quoi ils parlent, et ils ne savent même pas la vérité de ce qu'ils disent. C'est là que un peu de métaphysique leur ferait du bien. Un peu de métaphysique et un peu de politique aussi, et peut-être, puisque nous parlons vertu, un peu de cohérence, car il me paraît difficile de réclamer l'arrêt des centrales nucléaires, à moins que de s'engager à s'éclairer avec des chandelles. Oui. Et de réclamer la suppression des autoroutes, à moins que de s'engager de rouler à bicyclette. Alors là, oui, j'admirerais, n'est-ce pas? Leur position, en effet, me semble elle-même, au fond, assez immorale, parce qu'elle aboutit à des
possibilités et à des maux qui seraient graves. Moi, je prêcherais plutôt une écologie à la manière d'Ivan Illich, c'est-à-dire une écologie de l'homme et une écologie du groupe humain. C'est dans le rapport du groupe et en ce qui nous concerne, peut-être particulièrement de notre patrie, n'est-ce pas, avec les hommes qui l'habitent, que l'on devrait retrouver des formes humaines de coexistence, au-delà de la coexistence, de convivialité, pour reprendre le mot illichien. Mais la morale ne me paraît pas naturelle. En aucun cas, je ne conçois de morale naturelle, ni de cet accord, cette sorte de contrat naturel qui, selon Michel Serres, devrait se substituer au contrat social. Mais je ne vois pas un singe signer un contrat avec nous, n'est-ce pas? Ces devoirs que nous avons envers la nature, c'est parce que nous en avons envers nos survivants. Envers ceux qui nous succéderont. Alors, puisque vous citez Barrès, et moi permettez-moi de le citer aussi, collaborer à quelque chose qui me survive, n'est-ce pas? Ouais. Penser à ceux qui viendront après nous, donc ne pas salir les lieux qu'ils occuperont. C'est ça, le véritable moral. Et nous sommes en plein dans le sujet, car finalement, cette histoire de l'homme, vous citiez là-dessus Michel Serres, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette nature sans l'homme? Après tout, Dieu, dans notre religion, dans notre fond religieux, Dieu fait paraître les bêtes devant l'homme pour savoir comment il les nommerait. La bête qui n'est pas nommée est la bête sauvage. Elle est avant l'histoire ou après l'histoire. Mais il n'y a de nature végétale et animale que dans la liaison avec l'homme, avec la maison où l'homme essaye de travailler. Là-dessus, si vous le permettez, il y a beaucoup d'années, vous avez fait allusion aux centrales nucléaires, j'avais rencontré la question, et à propos du déracinement et de Barrès. C'est assez curieux, cette rencontre. Et je notais ceci que je signale. Je précisais qu'à propos des centrales nucléaires et du reste, nous ne sommes pas de la troupe des conservateurs qui lamentent. La technique ne nous semble pas mériter les gémissements dont ils essayent de couvrir ces bruits toujours plus forts et même disgracieux. Car enfin, dès lors qu'il y a un outil, et l'ingéniosité de l'Ulysse éternel, tous les développements sont posés, l'homme fera tout pour gagner toujours plus de temps, et trouvera des mailles faibles ou folles dans le réseau de la vieille nécessité, le mal qui naîtra de ces découvertes. Abrutissement des producteurs du bien, gêne des spectateurs des merveilles qui finissent par contraindre autant que le besoin, sera lui-même justiciable d'une nouvelle technique de régulation et de contrôle des techniques particulières, art suprême de protéger les libertés, les loisirs, l'équilibre de l'homme. Cet art, encore très primitif que l'État démocratique ne pouvait initier sérieusement, demande un clair regard sur les œuvres de l'ingéniosité humaine et quelque idée de l'homme de ce qui en lui ne dépend pas des œuvres ni du succès. Oui, donc nous étions d'accord. Il s'agit de passer d'une technique à une autre. Exactement. Oui. Et d'une technique peut-être plus formelle, qui sera contrainte d'être plus philosophique. C'est là que les pauvres écologistes, à mon avis, sont complètement dépassés. Ils voient bien le b.a.-ba, mais ils ne voient pas l'alphabet. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point. Le drame, certes, c'est que il est difficile de traduire ça en actes, parce que nous ne sommes pas seuls, parce que si l'Occident a repris conscience de ce péril mortel, de cette autodestruction qu'il est en train d'opérer sur lui-même, il reste au-delà de nos frontières des zones immenses où les populations croissent et où leur exigence de survie les amène à ne pas se soucier du tout de ce qui leur paraît être un luxe de riche, l'écologie, n'est-ce pas? Mais la vraie écologie, celle-là, devra se moquer de l'écologie. Mais oui, mais là, vous comprenez, il va falloir... C'est ça pour moi, l'exigence mondiale aujourd'hui. Il faudra bien conclure avec ces peuples, avec ces États, un contrat tel que nous les aidions
mais qu'il commence par se prendre en charge eux-mêmes, parce qu'enfin, on ne peut pas se porter responsable pour des irresponsables, pour des gens qui détruisent leur nid. C'est quelque chose de terrible, cela. Nous sommes, en effet, la notion de contrat me paraît juste, non pas avec la nature, mais avec les hommes qui abîment la nature. Mais cela suppose que les Occidentaux prennent conscience de cette responsabilité mondiale qui leur incombe maintenant. Alors j'aurais une petite question tout de même qui vous intéressera. Je pense au plan de Constantine, qui doit vous appeler directement. Je pense que il faut que ces gens-là comprennent ce que nous avons tout fait pour leur faire oublier. Que nos procédés ne sont pas ceux qui sont nécessaires pour eux et pour tous les moments de l'histoire. Et que nous leur faisions comprendre, l'ayant compris nous-mêmes, qu'il y a des moments de développement, ce qu'on a appelé le progrès, le développement technique, qui ne peuvent pas être transposés brutalement. Et le fameux plan de Constantine, tout ce qui a été fait à un moment, qui a été pensé pour l'Algérie, au lieu de cette Algérie misérable et pétrolière, cette Algérie qui va dans la folie pure que nous avons aujourd'hui, il y avait un plan modeste qui était fait par de patients colonisateurs. Non mais Boutan, là je vous arrête, nous ne referons pas l'histoire ni la guerre d'Algérie qui reste une marque tellement douloureuse en nous. Oui. Peut-être en reparlerons-nous lorsque nous parlerons de la France. Mais maintenant, je considère avec vous que c'était une belle occasion manquée, peu importe à cause de qui maintenant, mais je pense comme vous que, mais ça sera très difficile. La nécessité fera l'oubli. Je pense comme vous que notre devoir est de leur dire ne faites pas les folies que nous avons faites. Simplement c'est difficile, un père qui dit à son fils mon petit il faut pas faire comme j'ai fait, c'est toujours mal écouté. Vous voyez, les Cambodgiens, les Khmers rouges, savez-vous ce qu'ils avaient sur leur étendard? Une aciérie fumante, parfaitement, comme les Algériens. Ils ont vécu dans cette mythologie occidentale, cette folie productiviste qui leur est venue par Marx, qui fit son premier travail universitaire sur Prométhée, n'est-ce pas, qui nous vient donc d'une certaine manière de la révolte tragique. Mais là aussi, pas de procès en filiation abusive. Hein. On va pas condamner Platon rétrospectivement pour crime contre l'humanité. Non, mais l'oubli, cher ami. Vous dites, ils mettront du temps à oublier. D'abord, la nécessité fait oublier beaucoup de choses. Et en particulier, aujourd'hui, regardez, il y a tout de même beaucoup de choses qui ont été oubliées entre la France et l'Allemagne. N'est-ce pas? C'est vrai. Et de façon assez fantastique. Et il y a de brusques nécessités soudaines. Quant à moi, j'ai tendance à ne pas oublier, parce que mon métier est de me souvenir, mais je comprends que l'on oublie, et il y a des cas où j'espère que l'on va oublier. Ils oublieront, ils ont déjà souvent oublié, mais les amener à retourner à la charrue, leur expliquer que il ferait mieux de s'occuper de la Mitidja que de construire des aciéries. Vous savez ce qu'elle est devenue, la Mitidja. Je l'ai connue en 1933, tout gosse, c'était un paradis. Je l'ai revue en 1980, c'était devenu un terrain vague, ou presque, n'est-ce pas? Leur dire ça, c'est difficile, mais ils commencent à s'en rendre compte. À ce que vous dites, il faut leur dire de venir à rien, de faire ce qu'ils peuvent faire. Et je vous assure qu'un regard, car à ce moment était peut-être chez vous un peu voilé par nos passions, les miennes, les vôtres, le regard sur ce qu'a été le plan de Constantine, dans l'esprit de ces officiers courageux qui étaient amoureux profondément de l'Algérie, et qui pensaient qu'on pouvait faire quelque chose avec eux. L'intégration, c'était sincère chez eux. C'est devenu ce que nous savons. Et regrette comme vous ce qui pouvait réussir et ce qui n'a pas réussi pour des raisons sur lesquelles je veux bien revenir. S'il y a une période qui a été pour moi douloureuse et la plus difficile, beaucoup plus que la période de la guerre et de l'occupation, c'est bien ce moment de la guerre d'Algérie. Et je préférerais que nous parlions d'aujourd'hui et de demain parce que c'est presque trop douloureux et nous n'y pouvons plus rien maintenant. C'est fait, c'est fait. Mais je vous rejoins sur ce point. Nous avons des devoirs qui tiennent à l'histoire et qui tiennent à l'avenir. Mais là où je vous avoue que je n'y vois pas clair, c'est dans cette demande que nous allons faire aux responsables de ces peuples, dans la mesure où ils voudront se porter responsables, freiner votre croissance. Et ici, nous entrons en quelque sorte directement en conflit par un autre biais avec la nature, n'est-ce pas, avec la morale dite naturelle, chère au pontificat successif. Et j'avoue que je ne vois absolument pas ce que ça veut dire. Je le
qu'on soit dans cette vision négative et limitative dont nous avons parlé, il y a des choses qui évidemment ne sont pas naturelles. Il y a des abus, il y a des souffrances que nous infligeons aux bêtes et aux arbres et au ciel et à la mer, et là nous attentons à la nature. Mais la limitation de la natalité, qui est d'une certaine façon n'est pas naturelle, car la sexualité est proliférante, et que ce sont les mesures hygiéniques, médicales, c'est notre science qui nous a mis dans ce mauvais pas que nous sommes en train de dominer, peut-être, car ce n'est pas sûr. Oui. Mais de l'autre côté de la Méditerranée, et très au-delà, on voit cette explosion démographique qui va réduire à néant démographique, non pas démocratique, démocratique aussi peut-être. Je ne voulais pas mettre ça au compte de la démocratie. Non, la pauvre, vous lui en mettez assez sur le dos. Voilà. Alors là, je vous avoue que je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire, sinon par ce qui vous paraîtra peut-être une utopie, c'est-à-dire un début de prise de conscience planétaire, qui est quelque chose d'admirable, n'est-ce pas? Regarder l'humanité comme un seul être, ça c'est d'Auguste Comte, hein. Oui. Et c'est quelque chose qui va loin, qui est profond, n'est-ce pas? Il y a une sorte de religion de l'humanité. Alors là, peut-être vous allez hurler, mais non, c'est Pascal aussi. Il y a une religion de l'humanité. Pascal dit qu'on peut considérer l'humanité comme un seul homme. Mais pour répondre très directement à vos questions, il me semble qu'il y a quelque chose qui était chez le grand Cournot, qui est un grand philosophe. Je l'admire beaucoup. Oui. Cournot est quelqu'un qui avait compris que l'importance de la vie. Il y a déjà un certain ordre, il y a quelque chose qu'on peut dire à notre prochain, c'est que le renversement des perspectives selon lesquelles l'esprit c'est plus que la vie et la vie c'est plus que la matière, n'est-ce pas, peut conduire déjà à mettre un peu d'ordre. Ne pas traiter la vie comme si c'était de la chose, et ne pas traiter non plus l'esprit comme si ça n'était que de la vie. Il y a donc des règles internes qui vont apparaître et qui vont limiter les folies des hommes. Allons-y, parce que là... vous voulez mon second point ? Oui, je vous écoute. Alors, mon second point, le premier, je vous l'ai donné, vous répondrez, je pense, et je crois que nous sommes d'accord. Alors, le second point, quand je pense à ces peuples d'Afrique, quand je pense à l'explosion démographique, qui est en effet quelque chose de terrible, je retrouve la belle lettre à Hesychius de Saint-Augustin, où il avait expliqué aux gens que le truc, ça n'était pas, le système, ça n'était pas d'émigrer, c'était de prier. Et il expliquait qu'il ne fallait pas aller à Rome, n'est-ce pas, et se mettre émigrer pour trouver le bonheur. On avait assez de Romains en la personne des gouverneurs, les colons, pour Saint-Augustin. Le colonisateur, ça faisait bien le boulot, mais que pour le reste, il fallait prier, c'est-à-dire se retourner vers l'ordre profond, l'ordre spirituel, vers la nuit et ses étoiles, vers le fond religieux de l'homme, et ne pas espérer follement dans un déplacement dans l'espace, qui est la migration et libération, et le passage qui est celui qu'avaient réalisé les invasions germaniques, qui se faisait dans un tout autre sens, mais qui avait pour objet de rendre sain ce qui ne l'était pas. Or, notre immigration a tendance au contraire à rendre malsain ce qui pourrait être sain. C'est très beau ce que vous dites, c'est très beau, mais je suis d'accord, mais j'aimerais quand même nous ramener, parce que nous y sommes conduits et que c'est un de nos plus grands soucis, vers cette question des limites touchant la vie. Parce que, je vous le répète, limiter la croissance démographique, c'est d'une certaine manière attenter à la vie dans sa spontanéité. Parce que nous nous trouvons maintenant en France devant ce problème terrible dont le Parlement va discuter, qui est celui de la vie et de la mort. C'est pas si facile que ça à définir la vie et la mort. Est-ce qu'un homme en coma dépassé depuis 10 ans est encore un vivant? Est-ce qu'un embryon est un vivant? Nous avons 13 000 embryons qui attendent. Qu'un embryon soit vivant, c'est certain. Qu'un embryon soit un vivant, c'est certain. Là aussi, n'est-ce pas, quelle vie? Est-ce déjà une vie personnelle? Le Conseil national d'éthique
a déclaré que on n'avait pas le droit d'attenter au jour d'une personne en coma dépassé parce que c'était une personne potentielle. Est-ce que l'embryon est aussi une personne potentielle? Et la vie n'est pas si facile à définir dans son opposition à la mort, outre que toute morale repose quand même sur des principes et des valeurs qui peuvent s'imposer à la vie et nous mener jusqu'au sacrifice de notre vie. Ça se trouve dans le commentaire de saint Thomas sur Aristote. Saint Thomas et Aristote, mais dites-moi comment ils peuvent nous aider pour légiférer sur le statut des embryons et des comas dépassés. Vous pensez pas si facile. Je ne suis pas le membre du comité d'éthique, etc. Mais je sais très bien quelle peut être et doit être la conduite pour la vie. La vie est bonne, la vie conduit dans ses parties supérieures à la perfection d'êtres dont le nom est écrit sur le livre, ce que saint Thomas appelle le livre de la vie, ce que les chrétiens appellent liber vitae. Et à ce livre de la vie, il y a un nombre qui est celui des hommes à la fin du monde. À la fin du monde, il y aura un nombre. Ce nombre sera, il ne restera sur ce livre que ceux qui sont sauvés, d'ailleurs. C'est ça, l'idée. Eh bien, la vie, pour le plus grand nombre possible, est raisonnable des hommes. Il y a quelque chose qui nous échappe dans le nombre des hommes. Je vous signale que la maladie, le destin, les guerres sont des régulateurs redoutables dont nous ne connaissons pas le secret de la vie et de son nombre. Et je trouve un peu puéril quelquefois de se poser. On se pose toujours à ce problème, bien sûr, mais il faut se les poser. Mais il n'est pas très raisonnable de ne pas se fier à la providence divine et de ne pas considérer qu'il y a des corrections naturelles. La nature, ça existe. Je vous l'ai dit, je révère saint Thomas, mais de son temps, la contraception n'existait pas, n'est-ce pas? Et de son temps, on n'avait pas des milliers d'embryons dans les frigidaires. Alors, nous sommes devant. Nous sommes sérieux, nous n'avons pas d'embryons dans nos frigidaires. Mais si, nous en avons des milliers en France. Nous sommes devant des problèmes que l'humanité affronte pour la première fois et qui sont d'une nature telle qu'à mon avis, vous trouverez très difficilement des réponses chez saint Augustin et saint Thomas. Je crois que si. Pour la première fois, nous sommes maintenant au seuil de la fabrication de la vie. Oui, mais quand on me dit pour la première fois, qui renverse un statut métaphysique. Mais nous allons être capables non seulement d'agir sur la vie par la génétique, n'est-ce pas, mais de fabriquer du vivant. Alors, là-devant, écoutez, il ne suffit pas de faire des citations, il faut que nous mettions notre cerveau en branle. Ça relève de quoi? Ça du sacré? Ça relève du sacré. Agir sur la vie, il y a une manière d'agir sur la vie qui est intolérable. Il y a une manière d'agir sur la vie qui mettrait en cause la personne et l'image de Dieu, que je refuse de toutes mes forces. Il faut, quand on m'embêtait avec une fois, à la fin d'un cours, sur la justice et la prédestination, je leur ai dit, la première règle, c'est occupe-toi de ta soupe. Il faut servir son prochain quand on est près de lui, et pour le reste, il faut s'occuper de sa soupe et non pas de fabriquer la vie. La fabrication de la vie est diabolique. La fabrication de la vie telle qu'elle a été conçue, c'est dans Faust. Goethe est un mais où vous arrêtez-vous à l'eau don d'organe, à la mère porteuse? Non. Je crois que le don d'organe est quelque chose qui en soi, je le trouve spontanément mauvais, mais il y a des cas d'urgence vitale où probablement placés devant un cas de cette sorte, mes principes faibliraient. Mais de tout temps, les principes ont risqué de faiblir. C'est très vrai. À quel moment, si vous saviez que Landru va tuer toutes ces femmes que l'on sait, eh bien, il est probable que vous direz il faut tuer Landru tout petit. Et pourtant, il faut dire qu'on n'a pas le droit de tuer Landru. Il y a donc des principes qui sont au-dessus, absolument au-dessus de toutes les conséquences prévisionnelles qu'on peut en tirer. Tout à fait d'accord avec vous sur ce point, à savoir que nous devons d'une part poser des principes dans leur généralité, mais que d'autre part, le camarade Kant, Emmanuel, ça ne suffit pas. Et que, en fait, comme Peggy l'avait admirablement dit, lorsque nous sommes touchés de près, touchés au cœur par une question véritablement qui engage notre existence ou celle de notre prochain, Kant, il ne sert plus à grand chose. Alors, qui est mon prochain? Voilà la question qu'il faut se poser. Là-dessus, je me réfère en effet à l'évangile. Mon prochain, c'est pas forcément mon frère ou mon cousin, c'est celui que j'ai rencontré par hasard sur la route et pour qui je puis quelque chose. Si je
puis l'aider, le sauver, alors il est mon prochain. Si je ne puis plus rien, à quoi ça sert de dire qu'il est mon prochain? Alors, nous sommes là devant un problème énorme, parce que nous vivons de plus en plus dans des villes où des prochains, nous en rencontrons des milliers tous les jours. À la gare du Châtelet, moi, chaque jour, je croise des milliers de personnes avec qui, apparemment, je n'ai rien en commun. Où est mon prochain? Je me le demande tous les jours. Où est-il? Est-ce que vous me permettez une anecdote? On m'en a demandé hier. Il m'est arrivé, grâce à vous, et grâce à cette cérémonie d'aujourd'hui, une aventure hier que je m'étais bien juré de ne pas raconter en aucun cas, pourtant raconter à ma femme. Voilà, j'étais dans le RER. Je réfléchissais à ce que nous avions dit. Il y avait un noir qui avait une 50aine d'années, quelque chose comme ça, qui jouait de la musique et qui chantait en même temps. Et il chantait en anglais. Tout ce que je vous ai dit sur la migration, il faut prier plutôt que migrer, tous mes sentiments, j'aime les Noirs, mais je trouve qu'ils ne devraient pas toujours migrer ou être et ils ne devraient pas chanter en anglais surtout. Donc j'étais pris d'une violente détestation pour ce Noir. Il se trouvait d'ailleurs, j'ai dit c'était tout de même, peu à peu j'ai été pris de sympathie. Il était là. Oui. Bizarre sympathie. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? J'ai dit de toute façon, il a essayé de demander des sous, on arrivait vers Saint-Germain-en-Laye. Moi, je n'avais plus rien que de quoi prendre mon taxi parce que j'étais fatigué et 5 francs en plus. J'ai décidé de lui donner les 5 francs. Quand même, je lui donnais les 5 francs. Et puis, j'ai pensé que j'étais un beau salaud. Pourquoi? Parce que j'avais l'argent de mon taxi dans ma poche et j'ai décidé, par conformité avec ce que nous avions dit avant, par refus de la proximité tout à fait littérale prise trop à la lettre, que c'est 30 francs qui était ce qui était prévu pour mon taxi, puis j'avais payé des tickets de métro pour venir les jours suivants, hein, et j'avais usé le peu d'argent que j'avais sur moi. C'est idiot parce que j'avais un carnet de chèques aussi, j'aurais pu trouver. Non, mais mon mouvement c'était de lui donner les 30 francs et j'étais complètement claqué hier. Et vous l'avez fait? Je l'ai donné. Mais c'est très beau. Non, c'est pas beau. Mais parce que c'était tout plein de raisons métaphysiques et des discussions dégueulasses. Je me suis fait honte et en même temps, il n'y avait pas autre chose à faire que ce qui me paraissait juste. Ça prouve que la radio peut avoir une influence morale, en tout cas. Peut servir à quelque chose. Oui. Et en tout cas, je l'écoute peu. Je trouve très bien que on dit ce qui se passe de bien, parce que il se passe trop de choses qui sont moches, et là, quand il y a un acte moral. Mais ce que vous racontez est très intéressant, parce qu'en effet, nous sommes pris dans de petits remords, des scrupules ridicules. À tout moment, nous disons, j'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Et une seconde, ce Noir m'a dit, quand je lui ai dit, il faudrait, vous devriez plutôt chanter en français. J'ai pas pu m'empêcher. Oui, il vous a pris pour non, le il m'a regardé, il m'a dit, I shall try. Il m'a répondu en anglais parce qu'il était nègre américain, visiblement. Et il m'a répondu I shall try. Alors c'est une histoire bizarre où tout le monde prend la place de l'autre et on ne sait plus exactement où on est. Mais il y a quelque chose de divin dans la conduite entre les hommes quand ils se rencontrent et qu'ils ne font pas de grimaces là-dessus. Voilà. Alors la question est très difficile. C'est comment dirais-je, est-ce qu'une conduite morale telle que nous la souhaitons est possible dans une société qui fait tout pour organiser les relations humaines de telle sorte que nous n'ayons pas affaire à notre prochain, n'est-ce pas? Parce que tous ces prochains qui défilent devant nous, soit dans les corridors du métro, soit sur les autoroutes, n'est-ce pas? Et je ne puis même pas les accrocher, je ne peux même pas leur parler. Bon, mais c'est bien notre faute. Vous dites vous-même dans un de vos livres, à un moment, c'est dans un des récits que vous apportez. Vous dites qu'on ne devrait pas aller à la messe de minuit en automobile. Hein? Évidemment, vous rencontrerez, si vous allez à la messe de minuit en automobile, vous avez peu de chance de rencontrer quelqu'un. Il faut réduire, ascétiquement, il faut pas être ascétique pour les autres, mais il faut l'être un peu pour soi, parce que si ça veut simplement un exercice. Il faut faire un peu d'exercice du prochain. Alors, je dirais que mon prochain, c'est celui en effet qui a besoin de moi et dont j'ai compris qu'il avait besoin de moi. Et avec qui je fais de l'exercice. Mais aussi, n'oublions pas qu'il y a par derrière l'humanité tout entière, qui est d'une certaine façon plus abstraite et plus vague, aussi mon prochain. 4e épisode de cette nuit de Noël de la rediffusion des Avoinus que Jean-Marie Domnac avait eu en 1992 avec le philosophe Pierre Boutan, tous deux disparus. Demain, le dernier épisode de ces entretiens.